Bonsoir à tous, merci de nous choisir dans le programme du soir sur New World Info. Nous allons débuter ce programme avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va parler du Tigré, la situation dans cette partie de l'Éthiopie. Nous allons évoquer l'ultimatum, le Tigré qui n'est pas du tout intimidé. Nous en parlons tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors que le pouvoir fédéral projette d'encercler Mekele, capitale du Tigré, le président de cette région dissidente de l'Éthiopie refuse de rendre les armes. Le président du Tigré a rejeté lundi 23 novembre l'ultimatum lancé la veille par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed aux dirigeants de cette région dissidente qui leur donnait 72 heures pour se rendre. Mamadou Diouf, première question, quelle est aujourd'hui la situation dans le Tigré ? La situation, on peut dire qu'elle est inquiétante, puisqu'on a d'un côté les autorités fédérales, à savoir le Premier ministre Abiy Ahmed et les autorités militaires, qui disent qu'ils ne feront pas de cadeaux, qui demandent même aux 500 000 habitants civils qui sont dans la zone de Mekele de quitter carrément la zone, parce que quand ils viendront, ce qu'ils veulent faire, ils ne le feront pas à moitié. On voit également le responsable de la région du Tigré qui dit qu'eux, ils n'ont pas peur, ils sont prêts à mourir. L'ultimatum va prendre fin ce soir. L'Union africaine a tenté avec les Nations unies de faire quelque chose, mais pour le moment, c'est la sourde oreille, aussi bien du côté du gouvernement fédéral que du côté des Tigréens, de sorte que on ne sait pas qu'est-ce que nous réserve la fin de cet ultimatum. Est-ce que ça va être l'assaut final? Si c'est le cas, c'est clair qu'il y aura plein de morts d'hommes et beaucoup de difficultés pour cette zone. Pourquoi le pouvoir central éthiopien s'est vu obligé d'accorder, de donner cet ultimatum? Je me dis qu'il y a la pression internationale dedans. Puisque actuellement, vous avez pas moins de 40 000 personnes qui ont quitté cette zone-là pour aller au Soudan. Vous avez déjà des centaines de morts. Les Nations Unies ne donnent pas encore un chiffre, mais ils disent plusieurs centaines de morts. Donc les gens ont commencé à faire pression pour qu'on essaye de trouver plutôt une solution par la négociation qu'une solution par les armes. Mais malheureusement, jusqu'à présent, les deux antagonistes ont un discours va-t-en-guerre. Personne ne semble vouloir reculer, ni du côté du gouvernement fédéral, ni du côté des autorités du Tigré, qui également disent que même les gens ne les connaissent pas. Ils se moquent un peu même de Abiy Ahmed, puisque ce n'est pas le premier ultimatum, en disant qu'il avait déjà dit 3 jours, et 3 jours étaient déjà passés, et il n'y a rien eu. Donc, il y a de quoi s'inquiéter présentement par rapport à cette situation. Si l'ultimatum prend fin, espérons que les gens accepteront d'écouter les voix qui veulent faire de la médiation. Malheureusement, ils acceptent de recevoir les gens par respect, mais ne veulent pas négocier sur la situation actuelle. Est-ce que Mekele, c'est le dernier bastion que le pouvoir central espère prendre? Oui, s'ils prennent Mekele, ça veut dire que c'est terminé, puisque c'est la capitale. Ils ont déjà pris un certain nombre de zones, mais ça ne signifie pas que la guerre est terminée. Parce que cette zone du Tigré, c'est des gens qui connaissent la guérilla. Le chef tigréen même le disait en disant, mais c'est comme s'il ne nous connaît pas. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est eux qui ont entraîné la chute du régime militaro-marxiste qui était au pouvoir en 91, et ils se sont installés au pouvoir pendant une trentaine d'années. Donc, ils ont quand même de quoi pouvoir continuer une guerre sous forme de guérilla, d'autant plus que c'est quelque chose qu'ils connaissent, et c'est là où il faut faire attention. Prendre Mekele, c'est peut-être les disperser, mais prendre Mekele ne signifie pas qu'on a réglé le problème des Tigréens, puisqu'il y a une bonne partie des populations qui sont derrière, et les statistiques disent qu'ils ont à peu près 250 000 hommes qui sont soit des soldats, des gens qui connaissent la guerre, soit des miliciens, des gens qui ont déjà porté les armes. Donc ce n'est pas parce que Abiy Ahmed va prendre Mekele que le problème est définitivement réglé. Il restera toujours cette rébellion si les gens du Tigré décident de continuer la lutte. Cela fait 3 semaines que le conflit, enfin la guerre a été lancée sur le TPLF dans le Tigré. On avait pensé au départ que ça allait être réglé rapidement, mais il y a eu une superbe résistance en face. Oui, mais c'est des gens qui connaissent les armes. Je disais tout à l'heure, ceux qui ont fait tomber le régime militaro-marxiste qui était là au début des années 90, en 91 précisément, pour dire que ce ne sont pas des civils qui se sont réveillés du jour au lendemain pour prendre des armes. La deuxième chose qu'Abiy Ahmed ne peut pas oublier, c'est ces Tigréens qui étaient au premier sur le front
par rapport à l'Éthiopie, à l'Érythrée plutôt. Ils ont eu plein de problèmes avec l'Érythrée. On les a même vus pendant ce conflit bombarder au niveau de l'Érythrée en considérant que l'Érythrée accorde des facilités à l'État fédéral qui peut bombarder le Tigré à partir de l'Érythrée. Ils ont fait la même chose avec la zone Amara. Ça veut dire qu'ils ont des armes. S'ils parviennent à atteindre ces aéroports et autres, ça veut dire qu'ils ont du matériel militaire. Donc ces gens ne laisseront pas ces militaires passer. Et effectivement, la résistance a été surprenante puisque c'est comme si Abiy Ahmed comptait plutôt sur le fait que les militaires acceptent de déposer les armes. Avec l'ultimatum, c'est la même chose. Ils demandent aux militaires de déposer les armes, mais il n'est pas évident qu'il va être entendu parce que la guerre a déjà fait des morts et généralement, quand ça arrive à ce niveau, les gens ont tendance à se retrancher pour défendre ceux qu'ils considèrent comme ce qui leur appartient et défendre également ceux qui font partie des siens. En même temps, une guerre qui dure, ce n'est pas l'avantage du Tigré qui est plutôt une zone isolée géographiquement. Enclavé même, on va dire, parce que malheureusement, ils ont le Soudan qui pour le moment reçoit les réfugiés. De l'autre côté, c'est l'Érythrée. Il est clair que les Tigréens, je ne les vois pas aller en Érythrée puisqu'ils les ont déjà bombardés. De l'autre côté, à l'intérieur de l'Éthiopie, c'est la zone des Amara qu'ils considèrent depuis fort longtemps comme des ennemis. Les gens craignent même une guerre civile entre les Tigréens et les Amara. Il n'y a qu'à la porte du Soudan pour aller devenir des réfugiés comme ce qu'a fait plusieurs dizaines de milliers de populations pour éviter les zones de guerre. C'est pourquoi la résistance, quand elle va durer, il y aura un problème d'approvisionnement, plein d'autres problèmes logistiques vont pouvoir se poser pour ces forces du Tigré. Et parfois, on se demande est-ce que ce n'est pas actuellement le jeu du pouvoir central, les affaiblir d'abord, avant de vouloir lancer l'assaut final. Clairement, on voit cette armée tigréenne qui est organisée, vous l'avez dit, qui est habituée aussi à la guerre, mais qui a aussi du matériel. D'où trouve-t-il ces matériels? En fait, ils ont géré le pouvoir pendant 30 ans. Et pendant les 30 ans qu'ils ont géré le pouvoir, bien que l'État fédéral était toujours là, les problèmes existaient entre les Oromos, les Amara, les Tigréens, certainement, comme on le dit, qui veut la paix prépare la guerre. Ils n'ont pas manqué, pendant qu'ils étaient au pouvoir, de mettre du matériel à disposition pour, au cas où il y aurait des problèmes, qu'ils aient de quoi se défendre. Parce que leur puissance de feu a surpris. Tout le monde s'attendait à ce que l'Éthiopie, qui était déjà pratiquement sur le pied de guerre par rapport à l'Érythrée depuis fort longtemps, qui avait même une base les plus importantes dans la zone, parce qu'on n'est pas loin de la frontière avec l'Érythrée. Les gens s'attendaient à ce que très rapidement que la guerre se termine, mais certainement, pendant qu'ils étaient au pouvoir, ils avaient pensé à leur zone d'origine, ils avaient pensé à cette potentialité d'un conflit entre eux et d'autres. Mais quoi qu'on dise, au bout de 3 semaines, c'est déjà beaucoup pour une guerre où trouver encore des munitions, du matériel, le ravitaillement pour les combattants, du carburant, etc. Ils risquent maintenant de se retrouver dans une situation extrêmement difficile, même si ils avaient certainement préparé éventuellement un jour un affrontement comme celui-ci. Le gouvernement central refuse toute médiation internationale. Il est sûr de sa victoire. Sûr d'une victoire, ce n'est pas évident parce que les guerres, souvent, on peut parler de victoire quand on voit l'autre camp venir signer l'armistice, par exemple, reconnaître une défaite, baisser les bras. Mais on ne risque pas d'assister à une telle situation avec ce que l'on voit aujourd'hui. On risque de voir des Tigréens qui se plaignaient déjà en disant que quand Abiy Ahmed est venu au pouvoir, beaucoup de Tigréens qui étaient dans des postes de responsabilité ont été enlevés de ces postes de responsabilité. Ces gens-là avaient déjà une dent contre le pouvoir en les considérant un peu comme des adversaires par rapport au groupe ethnique auquel ils appartiennent. Et ils avaient déjà commencé à le manifester. D'ailleurs, les organisations, les élections qu'ils ont organisées, qui ont participé à envenimer la situation, allaient dans ce sens, en faisant presque de l'autonomisme, si je peux l'appeler ainsi, en voulant faire des organisations, une élection régionale, malgré le fait que le pouvoir fédéral avait dit qu'on suspende les élections avec la situation actuelle liée en particulier au Covid. Mais c'est parce qu'ils avaient ce besoin d'exprimer cette autonomie, montrer qu'ils en font partie, même si on a tendance à les écarter. Aujourd'hui, vouloir en finir avec eux, c'est très facile à dire,
mais je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir le faire. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on a vu ce qui s'est passé au Mali avec la déferlante sur les terroristes. À l'époque, on avait dit mais c'est réglé, mais le problème malien n'est toujours pas encore réglé. Il y a le président du TPLF, Debretsion Gebremichael, qui est également très confiant. Il se dit même prêt à mourir. C'est parce qu'il est sûr que même si lui, physiquement, on l'éliminait, ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème puisque, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, si l'ONU s'inquiète, si l'Union africaine s'inquiète, c'est que même si on gagnait la guerre d'un point de vue militaire, on ouvre la porte à un autre problème. Au moins entre les Tigréens et les Amaras, puisque les Amaras ont apporté un soutien pratiquement total à l'armée fédérale. Vous avez des gens qui prennent leur voiture, qui prennent de l'eau, tout ce qu'ils peuvent prendre pour amener, pour soutenir les militaires qui luttent au nom de l'État fédéral. Alors que ces deux groupes qui avaient des problèmes, les Amaras reprochaient déjà aux Tigréens pendant qu'ils étaient au pouvoir d'avoir pris une partie de leurs terres. Donc il y a déjà un risque qui est là d'affrontement communautaire qui, même si on arrêtait la guerre, le fait que la guerre prenne fin entre le pouvoir fédéral et les Tigréens ne règle pas ce problème. Au contraire, il va l'envenimer parce qu'ils vont dire qu'ils ont soutenu en plus le pouvoir fédéral par rapport à ce qui se passait. Alors que de l'autre côté, il y a les Oromo également, le groupe auquel appartient le Premier ministre. Il y a vraiment un risque qui est là, de sorte que l'Union africaine, les ONG posent tous le même problème. Il faut éviter qu'on se retrouve dans une guerre communautaire. Il faut éviter également qu'on se retrouve dans une guerre qui traverse les frontières de l'Éthiopie, raison pour laquelle ils ont tout fait pour amener les deux parties à négocier. Mais au niveau des deux parties, chacun refuse pour le moment la négociation. La même personne dont je parle, Gebremichael, parle d'une défaite de l'armée nationale sur 3 fronts, sans citer quels sont ces fronts. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait concrètement qui a l'avantage sur le terrain? Malheureusement, ce n'est pas clair. Il y a une sorte de blackout total par rapport à cette zone. De sorte que quand l'armée parle, il n'y a pas de témoin pour vérifier ce que l'armée dit. Quand les Tigréens parlent, il n'y a pas de témoin pour vérifier ce que l'armée dit. Les rares informations que les gens ont été données par des réfugiés qui souvent ne sont pas des spécialistes pour pouvoir décrire la situation sur le terrain. Les gens ont décrit simplement ce qu'ils ont vu, des corps, des voitures calcinées, etc. Ça ne permet pas d'avoir véritablement le point par rapport à cette situation, puisque vous avez des journalistes qui veulent aller sur le front pour pouvoir dire ce qui se passe, mais autant le pouvoir fédéral surtout empêche les journalistes d'aller sur le front pour savoir ce qui se passe. Donc tous les deux crient victoire, mais qui véritablement a la victoire, on ne le sait pas. Mais quand même, une chose est sûre, le pouvoir fédéral a eu des victoires sur les Tigréens. Jusqu'à quel point, on ne le sait pas encore. Et jusqu'à quel point le Premier ministre Abiy Ahmed peut rester dans cette posture de résistance à l'appel au dialogue de la communauté internationale? Je me dis qu'il ne pourra pas continuer parce que le Conseil de sécurité s'est réuni à huis clos. Quand le Conseil de sécurité se réunit, généralement, après la réunion, il y a les coulisses d'abord. Et dans ces coulisses, certainement, on va l'amener à lever un peu le pied par rapport à la guerre, puisqu'il a un prix Nobel de la paix. C'est quelqu'un à qui on avait commencé à donner une certaine stature internationale pour avoir ramené la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Pourquoi se retrouver en paix avec un pays qui était un pays ennemi et se retrouver en guerre contre ses propres concitoyens? Cela pose quelque part problème. Je me dis que si le Conseil de sécurité fait suffisamment pression, on pourrait se retrouver dans une sorte de statu quo où il va accepter d'arrêter certainement cette offensive qu'il envisage et voir comment trouver une solution pour l'Éthiopie de façon générale, pas seulement en regardant la guerre entre l'État fédéral et une partie de l'Érythrée, parce qu'avant cette situation, il y avait un problème avec les Oromo, il y avait des problèmes également avec les Amaras. Donc, cette guerre n'est pas le seul problème qu'Abiy Ahmed doit résoudre au niveau de l'Éthiopie. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous allons passer maintenant à la pause et juste derrière l'invité de ce soir.